Alors, on va voir les diagrammes de processus. Donc, essentiellement, ça veut dire les flowcharts et les activités. Donc, les diagrammes de processus servent à modéliser le déroulement d'une activité, d'une tâche ou une recette à accomplir, cette activité pouvant être de nature informatique ou purement humaine, selon le cas. Donc, les principaux diagrammes de processus en usage de nos jours sont l'organigramme de processus, qu'on pourrait aussi appeler, disons, une séquence de procédés, ou en tout cas, peu importe. Donc, en anglais, flowchart. Ça fait que moi, j'utilise le mot anglais dans ce cas-là parce qu'on dirait qu'en français, il n'y a pas vraiment de consensus. En utilisation ou en usage depuis l'âge vénérable ou l'ère ou l'année vénérable ou ancienne de 1921. Le diagramme ou les diagrammes d'activité UML depuis 1996. Et il y a aussi un autre type de diagramme BPMN qu'on fait juste survoler ici, mais je vous mentionne que ça existe. Donc Business Process Modeling Annotation depuis 2005. Donc l'organigramme de programmation, aussi appelé flowchart. Donc l'organigramme de programmation est le plus simple et le plus intuitif de ces trois types de diagrammes-là. Pour cette raison, il est encore largement utilisé de nos jours malgré ses imperfections et notamment son imprécision procédurale. Il a d'abord été utilisé pour modéliser des processus d'affaires ou processus métiers, et ce dès 1921. Puis, il s'est répandu un peu partout, y compris dans le domaine de l'informatique. Toutefois, dans ce dernier domaine, on lui préfère aujourd'hui le diagramme d'activité UML qui est plus précis et plus puissant. On l'utilise surtout lorsqu'il s'agit de décrire ou de présenter des processus, par exemple décisionnels ou algorithmiques, à des non-spécialistes. Donc, est-ce que la lampe fonctionne? Et on a un problème. Okay? Donc, c'est-à-dire la lampe ne fonctionne pas. On a un problème. Comment on fait pour résoudre ce problème-là? Bon, est-ce que la lampe est pluguée? Non. Plug la lampe. Oui. Est-ce que l'ampoule est brûlée? Oui. Remplace l'ampoule. Non. Il faut faire réparer la lampe. Wow! Donc, terminologie. On a les organigrammes de programmation. Bon, alors que le terme flowchart en anglais semble faire consensus, le terme organigramme ne semble pas faire l'unanimité en français. Donc, c'est pour ça que je suis un peu embêté quel nom utiliser en anglais, en français, pardon, donc j'utilise le mot anglais. Donc, est-ce que c'est un organigramme? Est-ce qu'on dit un logigramme? Est-ce qu'on dit un ordinogramme? Est-ce qu'on dit un algorigramme? Donc, c'est ça. Donc, l'organigramme a été standardisé par l'ANSI, l'American National Standard Institute, dans les années 60, puis par l'ISO, International Standard Organization, en 1970. Le standard actuel date de 1985. Donc, essentiellement, vous utilisez ces symboles ici. Donc, vous avez des terminateurs pour begin, end, vous avez des processus, vous avez des flèches, vous avez des points de décision, vous avez des input-output, vous avez des sous-programmes. Est-ce qu'on utilise tout le temps ces symboles-là? Pas nécessairement. Donc, c'est très relax là, comme notation, les flowcharts. Donc, vous avez un exemple ici, donc pour gonfler un pneu avec une boucle. Donc, début, pomper de l'air. Est-ce que la pression est suffisamment élevée dans le pneu? Non. Continuez à pomper. Oui, c'est la fin. Exemple 2. Donc, parfois, vous allez rencontrer certains diagrammes dans lesquels vous allez avoir la condition et vous allez avoir, quand c'est la condition positive, il n'y a pas de petit cercle. Puis quand c'est la condition négative, il y a un petit cercle. Ça, en fait, ça provient des diagrammes de génie électrique. Donc, moi, j'aime bien cette notation-là, mais on ne l'a pas vraiment dans Plante UML. Enfin, je crois pas. Donc, je ne l'utilise pas vraiment dans Plante UML, mais j'aime bien cette notation-là. Donc, c'est juste pour vous dire que ça se peut que vous la rencontriez. Donc, début, rentrez le nom d'utilisateur. Le nombre de lettres est égal au nombre de lettres dans le nom d'utilisateur. Si le nombre de lettres est plus grand que 10, affichez votre nom est court. Sinon, affichez votre nom est long. Fin. Donc,
ça, c'est un genre de programme. On s'entend que un truc comme ça, pour un programme, c'est aussi bien de le mettre en pseudocode, selon moi. Donc, exemple 3. Quand un organigramme fait référence, quand un bloc, dans le fond, fait référence à un autre organigramme ailleurs, donc début manger, mettre la table, manger, débarrasser la table, fin manger. Après ça, on appelle un sous-programme, mettre la table, donc début mettre la table, mettre les couverts, mettre les verres, mettre les assiettes. Les couverts, je présume que c'est les ustensiles. Et fin de mise de la table. Donc, ils n'ont pas l'air de mettre le repas. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont manger. Ah, c'était une blague. Un autre exemple, cette fois-là avec des couloirs qu'on appelle swim lane, NZ en anglais. Donc, on a ici un système d'inscription, registration, un système d'inscription d'étudiants. Donc, l'étudiant soumet son formulaire d'inscription. Ça, c'est le swim lane, ça, c'est ce que les activités qui sont faites par l'étudiant, les activités qui sont faites par l'administration, les activités qui sont faites par le registraire, les activités qui sont faites par les départements. Donc, l'étudiant soumet sa demande d'admission. L'administration vérifie si la demande est complète. Donc, est-ce que tous les papiers sont là? Non. Ça revient à l'étudiant qui doit resoumettre une demande d'admission ou d'inscription, en tout cas, peu importe. Donc, si la demande est complète, pouf, ça tombe au registraire. Donc, le registraire minimum standard met. OK, ouais, non. Le registraire vérifie si les standards minimums sont satisfaits. Sinon, il demande à l'administration d'écrire une lettre pour dire à l'étudiant que sa demande d'admission est rejetée. Et pouf, l'étudiant reçoit une lettre pour dire que sa demande d'admission est rejetée. Si les minimums sont requis, donc les minimums de l'institution, à ce moment-là, ça s'en va au niveau département. Et au niveau départemental, on regarde si l'étudiant a les prérequis ou les capacités nécessaires ou en tout cas, le background nécessaire pour pouvoir faire la job. Donc, par exemple, vous êtes inscrit en informatique. Est-ce que vous avez le background suffisant ou le pedigree pour faire l'informatique? Oui. Parfait. On vous accepte. Donc, on écrit, on rédige une lettre d'acceptation. Pouf, l'étudiant reçoit la lettre. Sinon, pouf, on demande à l'administration d'écrire une demande en fait, pour vous dire que vous n'êtes pas accepté. Et pouf, la lettre est envoyée. Donc, petit diagramme, encore une fois, flowchart. Mais cette fois-là, avec, disons, des couloirs, puis il y a même un document, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qu'on peut faire avec ce genre de diagramme. Donc, moi, j'aime bien les flowcharts et j'aime bien les diagrammes de processus en général. Donc, l'utilisation des organigrammes, donc, on les utilise principalement pour modéliser des processus métiers ou d'affaires peu complexes, présenter des algorithmes ou des programmes à des débutants. Donc, on préfère cependant le pseudocode pour les non-débutants en programmation. Présenter des procédures décisionnelles à des non-professionnels. Ce qui nous amène au diagramme d'activité. Donc, le diagramme d'activité, c'est quoi? C'est un organigramme boosté aux stéroïdes. Donc, le formalisme est plus poussé. Il y a des données qu'on peut ajouter dans le diagramme plus facilement. Il y a la possibilité d'ajouter de la concurrence. Donc, par exemple, vous avez ici un exemple. Donc, insérer la carte. Donc, c'est probablement dans un système un guichet automatique. Donc, insérer la carte, saisir le NIP. Après ça, point décisionnel. Est-ce que le code est invalide? Si le code est invalide, ben, on demande de saisir le NIP. Si l'utilisateur dit qu'il ne veut pas saisir le NIP, il annule, pouf, on arrive ici. Sinon, ben, le code est valide, pouf, on arrive ici. Donc, l'utilisateur choisit son opération. On regarde, est-ce qu'il fait un retrait ou un dépôt. Donc, s'il fait un dépôt, on saisit le montant, on choisit le compte, on insère l'enveloppe, et pouf, on arrive ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On restitue la carte, et pouf, ça se termine.
Donc, dans les diagrammes d'activité, on a le point noir, ça veut dire c'est là que ça commence. Puis l'espèce de cible ici, que vous voyez, ça veut dire c'est là que ça se termine. OK? Donc, ça commence là, ça se termine. Maintenant, si on effectue un retrait, ben, on saisit le montant, on choisit le compte, la même chose qu'on avait ici. Puis après ça, on demande l'autorisation au système bancaire, puis pendant ce temps-là, on affiche une publicité. Donc, les barres noires comme ça veut dire deux activités qui se font en même temps. Une fois que c'est terminé, on arrive ici, est-ce que ça a été autorisé ou pas? Si ça a été autorisé, on distribue les billets. Si ça n'a pas été autorisé, ben, on se ramasse ici, pouf, et on restitue la carte à l'utilisateur. Donc, on peut présumer que normalement, il y aurait quand même un message pour dire que ça n'a pas été autorisé, mais bon, dans ce diagramme-là, que j'ai pris sur Internet, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas écrit qu'on affiche un message pour dire désolé, votre solde est insuffisant. OK? Donc, comme j'ai dit tantôt, début, fin. Donc, les alternatives, c'est des petits carrés comme ça. Donc, souvent, on va écrire sur les flèches les deux alternatives possibles ou les trois alternatives possibles. Donc, il y a possibilité d'avoir des alternatives multiples, comme on le voit ici. Donc, ça, c'est dans une bibliothèque, possiblement. Là, je m'excuse de me rapprocher, mais en fait, je pourrais regarder là, mais je préfère vous regarder vous. Mais ici, sur mon écran, c'est un peu plus petit, là, tandis que ici, à côté, c'est plus grand. Donc, si je vous regarde là, on voit que on va scanner l'asset, donc on scanne le document, ou peu importe c'est quoi dans une bibliothèque. On indique c'est quoi le type d'asset qu'on veut réserver. Actif, l'asset c'est actif en français, mais actif, je trouve, ça me fait plus penser à un bilan en finance, donc je trouve pas que c'est fit. Bon, en tout cas. Donc, je trouve pas que ça correspond bien. Alors, est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un audio-cassette? Les audiocassettes, c'est rare de nos jours. Est-ce que c'est un magazine? Est-ce que c'est un microfilm? Ça aussi, c'est rare. Est-ce que c'est d'autres choses? Divers? Est-ce que c'est un journal? Donc, enfin, peu importe c'est quoi, vous voyez ici qu'on a différentes options possibles. Bon, j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps sur cette diapo. Donc, vous avez le principe de concurrence que j'ai expliqué tantôt. Donc, ici, vous avez une bifurcation, puis ici, vous avez une jonction. En anglais, on va dire fork, puis ici, on va dire join. Alors, il y avait l'exemple dont on avait parlé tantôt, que j'avais expliqué à fond. Donc, ici, demande, ouais, c'est ça. Donc, c'est juste ici que j'avais remarqué peut-être une petite erreur de rien du tout. Donc, partout, les verbes sont à l'infinitif. Yes, c'est ça qu'il faut. Mais ici, c'est marqué demande d'autorisation retrait. Donc, ça serait demander, évidemment. Il y avait une petite erreur. Donc, ici, on a un autre exemple. Donc, on aurait, par exemple, où on reçoit une commande. Donc, on a le système, c'est-à-dire le service client. On a le service des finances, ça c'est dans une compagnie. Donc, le service à la clientèle, le service des finances et le service de packaging, si vous voulez. Donc, le service de la clientèle reçoit une commande et suite à la commande, ben, envoie une facture. Le service des finances reçoit le paiement. Après ça, une fois qu'on reçoit la commande, donc on demande au service de packaging, en fait, peu importe, de remplir la commande et finalement de livrer la commande. Et une fois que ces choses-là sont terminées, pouf, on arrive ici et on ferme la commande, donc pour dire que c'est conclu. Donc on a reçu le paiement et la commande a été livrée, paf, c'est fini. OK? Donc, un autre exemple ici, encore une affaire de commande, puis de paiement, puis tout le kit. Donc, on a des swim lanes, des couloirs, avec un client, un service comptable et un service de livraison. En fait, c'est un peu la même affaire que l'autre avant. Pas tout à fait, mais en tout cas, ça ressemble. Donc, le client commence par passer une commande. Le service comptable va vérifier la disponibilité de probablement des trucs qui sont commandés. Il va calculer le prix.
va faire, en fait, ça c'est un client, mais il fait en fait une espèce de commande, mais à une compagnie peut-être un peu plus gros, parce que calculer le prix puis envoyer un devis, ça veut dire que vous demandez une estimation, là. Donc, par exemple, vous voulez construire une nouvelle maison, quelque chose comme ça, vous allez voir un service, dites, regarde, dites-moi comment ça coûterait construire ma maison, ou dites-moi comment ça coûterait refaire mon terrain, ou je sais pas quoi. Donc, vous passez une commande, entre guillemets, calcule le prix, on vous fait un devis, vous acceptez éventuellement. Bon, peut-être que vous allez les accepter, peut-être que vous allez demander des modifications. Donc, vous allez modifier la commande. Si vous acceptez, ben vous validez, puis la job continue ici. Sinon, vous annulez et paf, c'est fini. Donc, vous acceptez finalement. Vous dites, oui, moi j'aime ça, ce que vous faites, j'accepte votre devis. On tombe ici. Donc là, on établit une facture, on envoie la facture et vous devez régler la facture. La facture réglée est envoyée au service comptable qui va valider le paiement et pouf, on arrive ici. Pendant ce temps-là, le service de livraison prépare la commande. Donc là, je ne pense pas que c'est une préparation de maison dans ce temps-là. Mais ça serait une maudite grosse commande avec un devis et tout le kit. Donc, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans le détail de c'est quoi qu'il y avait exactement derrière ça, mais on prépare une commande pendant ce temps-là et quand le paiement est reçu et que la commande est prête, ben on livre la commande et on ferme le dossier. Pouf, c'est fini. Donc, des règles. Donc, le diagramme, en général, se présente de haut en bas et de la gauche vers la droite. Il doit y avoir au moins un nœud de départ et un nœud d'arrivée, la fin. Tout nœud décisionnel est généralement suivi plus loin dans le cheminement d'un nœud de confluence, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a une jonction. Toute bifurcation fork est généralement suivie plus loin d'une jonction. Les actions commencent par des verbes, les données et documents sont des noms. Donc, les diagrammes d'activité sont très polyvalents, donc modélisation des processus d'affaires dans l'analyse, interaction entre plusieurs récits ou cas d'utilisation, modélisation d'un récit en particulier ou d'un cas d'utilisation, modélisation des algorithmes, ça c'est pendant la conception. Finalement, BPMN, Business Process Modeling and Notation. Donc, la motivation. Certains analystes d'affaires trouvent que les organigrammes sont trop peu puissants pour bien décrire les processus d'affaires, alors que les diagrammes d'activité, quant à eux, seraient trop techniques pour rester lisibles par des gestionnaires. Donc, BPMN, c'est un type de diagramme spécifiquement adapté à la description des processus d'affaires pour des gens d'administration. Donc, conséquemment, passé le stade de l'analyse, par exemple pendant la conception, il sera de peu d'utilité pour le développeur. Donc, vous êtes un informaticien, un technicien. Donc, on s'attend que vous soyez technique avec des diagrammes d'activité. Mais BPMN, ça serait plus pour, disons, un gestionnaire. Donc, vous avez ici un exemple d'un diagramme BPMN. Donc, toujours notre début avec notre fin, mais on a deux sortes de fins. On a une fin avec succès et une fin avec échec. Donc, ici, on a des activités en parallèle, donc plus, on présume que ça veut dire des activités en parallèle, donc un système de réservation, donc on va réserver un hôtel, on va réserver un vol. À tout moment, on peut canceller la réservation. Ici, on peut aussi canceller la réservation. Et une fois que ça c'est terminé, ben, on va facturer le tout sur une carte de crédit. Est-ce que la facturation a réussi? Oui. Succès? Non. Échec. Donc, il y a des petits dessins là, pour que ça soit beau pour les administrateurs. Donc, en conclusion, il existe trois principaux types de diagrammes pour modéliser les processus, des organigrammes appelés flowchart, plus informels, plus simples, plus intuitifs. Des diagrammes d'activité UML, plus formels, plus techniques, plus puissants, plus complexes. BPMN, formel, semi-technique, adapté au processus d'affaires, plus lisible pour les gestionnaires. Voilà.